Alors j'avais envie de commencer en écoutant l'introduction d'Émilie par la question de Butor, qui parle, pas du tout pour citer Degré ou pour faire le théoricien, puisque je suis au contraire la théoricien, L''A, par excellence. Je pense n'avoir à peu près rien lu du tout de tout ce dont il a été question comme volume théorique tout à l'heure. Et en revanche, j'ai sans doute un petit avantage, c'est d'avoir lu beaucoup de textes que les gens ne connaissent pas, que ça soit dans le domaine romanesque ou théâtral. Et l'autre élément de préambule concerne en effet Théophile Gautier, parce que les narquois qui me connaissent bien me soupçonnent toujours de n'aller dans les colloques que pour faire la publicité de mon édition des feuilletons de Gautier. C'est pas vrai, parce qu'à 140 € le volume, je ne risque de toute façon pas de convaincre beaucoup de collègues de m'acheter. Mais c'est bien que cette édition se fasse, c'est bien qu'elle existe, et surtout, Théophile Gautier est un esprit d'une telle richesse qu'on peut en effet croiser tous les thèmes que l'on veut à partir de son écriture de feuilletoniste. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de parler de sa vision de Dumas à l'époque du théâtre historique, ce théâtre que Dumas a fondé, dirigé un petit moment et puis qu'il a vu périr faute d'argent en quelques années, entre 47 et 51. Et je voudrais essayer d'expliquer ici pourquoi ça me paraît justifié surtout très bien placé comme je suis en communication introductive, pourquoi ça me paraît tout à fait justifié de parler des pièces de théâtre de Dumas dans un colloque sur le roman. Tout cela par le regard de Gautier. Gautier est quelqu'un qui a admiré, qui continue d'admirer le Dumas qu'il a pu voir au théâtre quand il était gamin et tout jeune, c'est-à-dire celui qui va d'Henri III et sa cour jusqu'au drame de 1832-33, et il ne cesse de rappeler la grandeur de ce Dumas-là, notamment quand il voit où est tombée la porte Saint-Martin, par exemple. Il admire aussi le Dumas romancier, qui commence à s'éveiller avec un roman comme Pauline en 1838, et qui évidemment se développe de façon massive avec la collaboration de Maquet à partir de 1844. Mais comme le théâtre historique sert à Dumas à délivrer des adaptations théâtrales de ses romans écrits avec Maquet, il se trouve dans les années 47-50 de son feuilleton amené à parler de Dumas avec une sorte de double focale où il parle en même temps du romancier et du dramaturge. Et c'est pour ça que ça m'a paru relativement intéressant de faire cette proposition de communication. Parce qu'évidemment, dans un premier temps, on pourrait croire que, feuilletoniste de théâtre, il ne parle de Dumas que comme auteur de théâtre. Monsieur Alexandre Dumas, chez qui le sentiment du théâtre est inné, novembre 49. Monsieur Alexandre Dumas, l'homme le plus naturellement dramatique de ce temps-ci, avril 51, etc. Il y en a plusieurs citations du même genre. Mais ce don théâtral de Dumas vient à ses yeux du don romanesque de Dumas. Et donc, c'est un peu ce que je voudrais aborder en ne traitant pas du tout tous les points qu'on pourrait aborder. Alors, un tout petit point d'abord, pour donner une idée du contexte, sur la quantité étonnante des adaptations de romans célèbres au théâtre dans la période dont nous parlons, entre 1946 et le début des années 50. Puis la partie centrale qui est celle qui m'intéresse, ce que Gautier appelle le roman-drame avec un trait d'union, c'est à propos de Monte Cristo qu'il dit cela, et si le temps me le permet, le temps est à ma gauche, il me le dira, j'esquisserai 2 ou 3 autres pistes possibles que je n'ai pas du tout le temps de développer ici à l'oral. Alors d'abord, pour donner une idée de la foule des adaptations,
j'ai fait un petit relevé qui m'a presque étonné moi-même, alors que je suis dans le chantier et que je n'avais pas pensé à tous les titres possibles. Et vraiment, en reprenant à la base, on a une liste impressionnante. J'ai pris comme point de départ, Commode et Dumasien, le roman de Dumas, Une fille du Régent, qui est un roman de 1844, qu'il adapte lui-même à la Comédie Française en avril 1946. Et si on prend cette année 46 comme point de repère, on a des adaptations des romans les plus divers, mais qui ont en commun d'être célèbres. Le roman comique de Scarron, par Dennery et Cormon, en avril. Charlotte, d'après Werther, d'Émile Souvestre, en juillet. Clarisse Harlow, par Dumanoir et Clerville, en août. La Nouvelle Héloïse par Michel Delaporte en septembre, tout ça en 1846, hein, alors au vaudeville, au gymnase, pas du tout dans les grands théâtres. Un petit cas particulier, mais particulièrement scandaleux à mon goût, pardonnez-moi, c'est La protégée sans le savoir de Scribe. Scribe a osé essayer d'adapter Honorine de Balzac, qui est un Balzac absolument inadaptable et déjà très difficile à comprendre en tant que nouvelle. On peut encore citer un Candide, d'après Voltaire, de Clerville, en septembre 1948, Le Juif errant dessus, d'après son propre roman, en juillet 1949. J'ai omis en janvier 1949 Madame Marneffe, d'après La cousine bête, par Clerville, qui réussit quand même à supprimer La cousine bête de son adaptation, ce qui est un prodige. On peut encore citer La jeunesse dorée de Gozlan, qui est l'imitation d'un de ses propres romans, un drame Notre-Dame de Paris de Paul Fouché, le beau-frère de Victor Hugo, en avril 50, ou bien les deux romans de George Sand, François Le Champy, adapté par elle-même en novembre 49, La petite Fadette, adaptée par Anicet Bourgeois en avril 50. Vous voyez, ça fait... je n'ai pas tout dit ce que je pourrais dire, hein, parce qu'il y a aussi La Pauline de 1838, que j'oubliais, qui est adaptée en juin 50 par Granger et Xavier de Montépin, la future porteuse de pain. Et on a encore, en mars 51, une Manon Lescaut de Fournier et Barrière au gymnase, pour donner juste un aperçu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Gautier distingue de la foule de ses adaptations que généralement il regrette, parce qu'évidemment elles détruisent les grands romans dont elles s'inspirent. Comment est-ce qu'il fait pour distinguer là-dedans le Dumas du théâtre historique? Eh bien, il le fait par cette notion qu'il appelle soit drame chronique, soit roman dialogué, soit drame-roman, soit roman-drame, soit roman dramatique, soit roman scénique. Toutes ces variantes existent dans ces comptes rendus, qui lui paraissent être le mérite de Dumas. Pour vous donner une idée de l'imprégnation de cette conviction chez lui, il parle en août 49 d'une adaptation du Chaboté de Perrault, qui s'appelle Le Marquis de Carabas, aux variétés, et il écrit ceci: si Perrault avait vécu au XIXe siècle, il aurait arrangé son conte pour la scène et l'aurait dressé de façon à marcher naturellement sur les planches, comme un roman de Dumas au théâtre historique. Voilà, donc ça donne vraiment, je crois, son point de vue. Alors, je suis prudent, je saute des choses qui sont dans la version écrite. Alors, le premier des romans de Dumas qui sert pour l'ouverture du théâtre historique, au début de 1847, c'est La Reine Margot. Et il y a eu aussi Le Chevalier de Maison Rouge. Et à propos de ces deux drames, Gautier dit en décembre 1947, c'est intéressant parce que c'est dans l'introduction du compte-rendu qu'il fait du Hamlet de Dumas et Paul Meurice, qui évidemment n'est pas l'adaptation d'un roman.
Il parle du théâtre historique en le définissant ainsi: le théâtre populaire où les beaux romans dramatiques de la Reine Margot et du Chevalier de Maison Rouge attirent une foule toujours compacte. Il est bon par ce temps de platitude, etc. C'est pour lui, disons, du théâtre qui a de l'estomac par rapport à la minceur de la production habituelle. C'est une expression qui revient constamment. Par exemple, le Chevalier d'Harmental, qui est un petit peu moins connu, un de ces grands romans dramatiques, comme savent si bien les découper pour la scène Alexandre Dumas et son fidèle collaborateur. Et cette expression particulière est intéressante parce que dans la phrase telle qu'elle est faite, on ne sait même plus exactement si un de ces grands romans dramatiques, c'est le Chevalier d'Harmental roman, qui est déjà dramatique, ou si c'est l'adaptation qui est romanesque. On a vraiment une osmose entre les deux. Alors, il faut arriver maintenant à une nuance importante pour Gautier, mais où il va encore trouver moyen de placer Dumas en tête des choses. Il a beaucoup, évidemment, à parler d'adaptation de romans, que ce soit les romans de Dumas adaptés par lui-même, ou que ce soit, comme dans tous les cas que je vous ai cités en commençant, des adaptations par des faiseurs vaudevillistes de romans les plus divers. Et même s'il trouve Dumas très bien, il a quand même toujours un regret de voir la rareté, la pauvreté, le petit nombre des drames originaux créés pour son temps, pour le temps moderne. Alors, à propos du Chevalier de Maison Rouge, août 47, il dit ceci: « Nous ne bornons pas au simple changement des chapitres en actes ou en scène d'un livre objet de la faveur publique la signification du mot roman appliqué au théâtre. Nous voudrions voir, et messieurs Alexandre Dumas et Maquet sont hommes à ne pas nous laisser languir, un ouvrage de forme romanesque qui n'aurait pas été découpé en feuilleton, et à tous ses mérites joindrait celui de la surprise. » Et attention que quand il dit « nous voudrions voir un ouvrage de forme romanesque », nous voudrions voir une pièce, mais qu'il appelle un ouvrage de forme romanesque. On a vraiment une impossibilité de distinguer les deux. Et chaque fois qu'il a à parler d'une adaptation qui lui a plu, il est amené à faire cette réserve. À propos du Fils du diable de Paul Féval, qui est l'adaptation par lui-même d'un de ses propres romans, il dit ceci, août 47. Nous avons déjà dit à propos du théâtre historique que nous aimons assez l'allure du roman appliqué au drame. Nous accueillerons favorablement tout ce qui peut élargir et allonger ce lit de Procuste qu'on appelle la scène. Seulement, nous voudrions voir ce procédé appliqué à des œuvres inédites et conçues sous la forme même de drame romanesque. Mais le public paraît penser d'une autre façon, car il se porte de préférence aux pièces tirées des feuilletons qui ont réussi. Alors, bien sûr, ça peut marcher très bien. À propos toujours de Paul Féval et de son adaptation des Puritains d'Écosse, donc d'après Walter Scott, il dit ceci, qui est un compliment, mais un compliment nuancé. Monsieur Paul Féval a fort adroitement arrangé le roman de l'illustre baronnet. Il en a conservé les principales situations et secondé par cette mise en scène qui n'a pas de rival pour l'effet sincère et l'exactitude pittoresque, c'est-à-dire la régie du théâtre historique, il a fait passer devant les yeux les 4 volumes du roman dans une traduction aussi agréable que celle de M. de Faucompré, et qui aurait cet avantage d'être comprise de gens ne sachant pas lire. Où est la limite du compliment? C'est un peu difficile à dire. Mais du moins, ici, Féval ne s'adaptait pas lui-même. Il adaptait Walter Scott. Parce que ce que Gautier dit souvent, c'est la difficulté de passer de son propre roman à l'adaptation qu'on en fait. Alors là, il le dit à propos de Jules Sandeau, qui, dit-il, Gautier, a eu la sagesse de demander à un vrai auteur de théâtre, Émile Augier,
de l'aider à faire l'adaptation de son propre roman, La chasse au roman, dont le titre est évidemment assez pittoresque pour nous. Voici ce qu'il dit. La transformation du livre en pièce est une œuvre délicate, beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Un sujet neuf, c'est-à-dire un sujet directement écrit pour la scène. Un sujet neuf se présente en quelque sorte scéniquement à l'esprit, car on y songe sous le lustre et comme par devant les banquettes. Et il cite un certain nombre d'acteurs, on écrit un rôle pour tel acteur, etc. Mais donner au roman la forme du théâtre, le transporter du demi-jour discret du livre à la pleine lumière de la rampe, sacrifier les descriptions curieuses, les détails locaux, les analyses patientes de caractère, c'est l'écueil que ne peuvent de prime abord tourner les romanciers. Et il explique que c'est pour ça que Balzac est mort sans arriver à écrire une bonne pièce de théâtre. Et Dieu sait pourtant que Gautier l'aurait voulu. Donc, on voit bien où en est la situation. On est noyé sous les adaptations médiocres. Quand c'est Dumas ou des habiles, les adaptations peuvent être bonnes, mais c'est dommage que ça ne soit pas des textes originaux. Et pourtant, Dumas est quand même sauvé. Alors je vais prendre un petit passage qui concerne les mystères de Londres de Féval, encore au théâtre historique, janvier 49. Donc Mystères de Londres qui aurait été publié plusieurs années avant en feuilleton. Et voici ce que dit Gautier, qui semble d'abord ne pas aboutir là où ça va aboutir. Vous allez voir, je trouve que la citation est vraiment intéressante. Nous ne blâmons pas le drame roman. On ne peut évidemment pas dire qu'il le blâme, puisqu'il n'arrête pas d'en faire l'éloge. Nous ne blâmons pas le drame roman, c'est un genre souple, varié, multiple, qui peut prêter à des effets nouveaux et se rapprocher davantage des formes réelles de la vie. Seulement, nous voudrions que l'on imaginât un ouvrage expressément dans ce genre, au lieu d'y accommoder des ouvrages déjà faits. Ça, on l'a déjà entendu. Pour transformer un roman à la scène, il faut y faire des suppressions, des transpositions, d'où naissent l'obscurité et l'embarras. Clair pour quelqu'un qui a lu le livre et entend à demi-mot, la pièce ne l'est pas pour celui qui est obligé de faire connaissance avec les personnages. Nous acceptons de cette loi les romans d'Alexandre Dumas, qui sont des drames mis en livre et ne font sur le théâtre que revenir à leur forme naturelle. Là, je crois qu'on a vraiment le cœur de sa conviction. En fait, quand Dumas fait une pièce avec un de ses romans, il rend ce roman à sa dramaticité naturelle, si je puis risquer ce mot horrible. À propos du Chevalier d'Harmental, pour donner un exemple de même farine, le théâtre historique excelle dans cette mise en scène de romans qui est en quelque sorte sa spécialité. Cette tâche est assurément plus facile avec les œuvres de messieurs Dumas et Maquet, qui sont des drames racontés et qui, en passant du livre au théâtre, semblent revenir à leur lieu naturel. Gautier dit souvent, plusieurs fois la même chose, à la fois par conviction, par paresse et par pédagogie. Alors, je voudrais finir cette partie par quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Je pars toujours de cette idée que quand Dumas fait un drame avec ses romans, il continue de faire du roman. Simplement, il le montre. Là, il s'agit de La guerre des femmes, octobre 49. Le théâtre l'a traduite d'une manière visible. Elle a été publiée, puis le théâtre l'a traduite d'une manière visible. Les livres de messieurs Dumas et Maquet se prêtent mieux que tous les autres à cette transformation. On dirait que ce sont des scénarios de drames développés où la décoration et les costumes sont remplacés par des descriptions. Quand on veut les remettre à la scène dont ils semblent sortis, il ne s'agit que de faire peindre des toiles et de tailler des étoffes. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très insistant chez lui et qui s'exprime dans deux citations d'une manière tout à fait originale. La première concerne le Notre-Dame de Paris de Paul Fouché. On ne peut pas prolonger, mais Paul Fouché est un ami de Gautier de très longue date. C'est par Fouché qu'il est entré dans le cénacle de Hugo tout gamin, et il a
suivi la carrière de Fouché avec une sympathie extrêmement supérieure au talent réel de l'auteur, je crois. Mais il ne peut jamais vraiment dire du mal de Paul Fouché. Et pourtant, Notre-Dame de Paris réduit à quelque chose pour l'ambigu, on se doute bien qu'il manque des choses. Bon. Alors, voilà comment Gautier s'en sort. Monsieur Paul Fouché a extrait le drame que contient le roman, c'est-à-dire qu'il met Hugo dans la même catégorie des gens qui sont déjà dramaturges quand ils sont romanciers, avec cette habitude de la scène qu'il possède. Les acteurs sont entrés dans la peau et le costume des personnages, les décorations ont traduit les descriptions aussi littéralement qu'une brosse peut interpréter la plume d'un grand poète. Les chapitres ont fait les tableaux, et tout le côté du livre a été transporté au théâtre avec un art merveilleux. Donc les chapitres ont fait les tableaux. Je trouve que cette expression extrêmement raccourcie est vraiment intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante, donc ça c'est en avril 50, que 3 mois plus tôt, janvier 50, Gautier l'avait utilisé dans un compte-rendu tout à fait inattendu, qui n'a rien à voir avec une adaptation de roman. C'est une revue de fin d'année de Leven, Brunswick et Alloy, donc des faiseurs multiples, à la porte Saint-Martin, qui s'appelle Les Mémoires du Pont-Neuf. Donc il y a une personnification du vieux Pont-Neuf qui se souvient de sa vie longue et qui donne lieu à des personnifications plus ou moins grotesques et burlesques sur la scène. Et voici ce que dit Gautier. Et Dieu sait qu'il n'aime pas les revues de fin d'année pourtant. Obéissant à une évocation magique, toutes ces figures sortent de leur cadre et viennent former sur la scène un grand chœur susurrant et fourmillant. Les acteurs ressuscités, le roman commence. Chaque tableau est un chapitre. On voit la parade de Tabarin, etc. Après, il y a Guillaume Gorju, tous les acteurs du XVIe et du XVIIe siècle. Et c'est tout à fait intéressant de voir qu'instinctivement, Gautier, décrivant les épisodes successifs de cette revue, dit les acteurs ressuscités, les acteurs du passé, une fois mis sous les yeux du spectateur, le roman commence, non pas la pièce. Et chaque tableau est un chapitre, c'est exactement la même chose. Alors, l'enquête serait évidemment à poursuivre sur ce roman prédécoupé théâtralement qui passionne tellement Gautier. On sait qu'il adore le roman comique de Scarron. On sait que lui-même peine depuis des années à terminer son Capitaine Fracasse, qui ne le sera qu'encore plus de 10 ans après. Voilà. Alors, juste une indication sur 2 autres pistes qu'on pourrait suivre, mais là, je ne peux pas développer autant. Il y a une autre notion qui est complexe et qui nous emmène beaucoup plus hors du roman, donc je l'ai placée un peu en retrait, mais qui me paraît très riche et qu'il faudrait sans doute suivre à la piste, c'est la notion de comédie romanesque. Et puis il y a quelque chose d'autre, je verrai si j'ai le temps de vous en parler. En février 1949, Gautier fait un très long compte-rendu absolument emballé de La jeunesse des mousquetaires, qui est pour l'essentiel une adaptation des 3 mousquetaires, le premier épisode. Et Gautier fait un éloge global de cette espèce de drame romanesque en dehors de toutes les recommandations aristotéliques, dit-il, en faisant appel pardon, il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans le bon ordre, voilà, on va y arriver, en faisant appel à une notion qui met en jeu Shakespeare. À propos de la Reine Margot, février 1947, donc la première pièce du théâtre historique, mais d'abord, bien sûr, roman. La Reine Margot n'est pas une pièce dans l'acception étroite du mot. On aimerait bien demander à Gautier ce qu'il appelle l'acception étroite du mot, mais enfin, c'est ce qu'il dit. C'est un roman mis en scène, une période historique dialoguée et dramatisée. On ne pourrait la juger au point de vue d'aucune poétique. C'est dans Shakespeare, le maître souverain, qu'on en retrouverait l'analogue,
ces grands drames chroniques seraient parfaitement admissibles et jouables sur le théâtre où viennent de se dérouler les 15 tableaux de l'œuvre de messieurs Dumas et Maquet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera si ravi d'y voir reprendre le Hamlet de Dumas et Paul Meurice qui date de 1846. Et dans la plupart des introductions des comptes rendus qu'il fait des drames de Dumas, on voit reparaître cette allusion à Shakespeare, liberté shakespearienne, ou bien La Reine Margot, Le Chevalier de Maison Rouge sont des romans mis en scène, Monte Cristo doit continuer cette série si heureusement commencée, à ce moment-là il est seulement annoncé. Nous aimons ces actions larges et multiples qui se déroulent à la façon des drames chroniques de Shakespeare et font éclater de toutes parts le vieux moule classique. Alors, pourquoi est-ce que je passe plus vite? C'est que vous sentez bien qu'ici, Gautier est vraiment sur un terrain de débat théâtral. Il ne supporte plus les unités, il ne supporte plus que la Comédie Française refuse les changements à vue. Il réclame constamment que les auteurs puissent enfin écrire en faisant ce qu'ils veulent. Et donc là, on est dans une problématique qui est un peu latérale. Mais quand on voit par exemple que, rendant compte en juin 51 des Caprices de Marianne de Musset, il écrit « Cette pièce qui n'a pas été faite pour le théâtre », ça se discute, mais peu importe, « Cette pièce qui n'a pas été faite pour le théâtre est conçue dans la liberté toute shakespearienne de la comédie romanesque, elle court où sa fantaisie l'emporte », on voit que aussitôt après, il revient obsessionnellement à ce problème de changement à vue. Donc là, on est hors du roman, c'est autre chose. Mais il n'empêche qu'à chaque fois qu'il présente un drame-roman ou un roman-drame de Dumas, ou pratiquement à chaque fois, il y a cette allusion à Shakespeare. Alors, je voudrais juste finir par, c'est pas très long, mais la lecture d'une citation qui me ravit et qui pourrait ouvrir un autre de ces thèmes que je n'aurais pas développé par prudence, qui est que si Dumas, romancier, est déjà un dramaturge, ou si Dumas, dramaturge, est tellement un romancier, c'est que, comme romancier, il sait ne pas parler, mais faire agir ses personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours dans le roman dumasien, il n'y a que des faits. Et donc, il n'y a plus qu'à les prendre, alors que quand on adapte Balzac, évidemment, on a tout un discours à détruire. Alors, je lis juste cette citation qui concerne donc la jeunesse des mousquetaires, mais on peut en trouver à propos d'autres pièces dans des termes qui sont assez semblables. Là, j'ai pris la citation la plus riche. Le microcosme dramatique d'Alexandre Dumas a un aspect particulier. On s'y agite avec une rapidité éblouissante et l'action y va si vite que souvent elle disparaît comme les rayons de ces roues qui ne sont plus qu'un disque étincelant. On va, on vient, on court, on monte, on descend, merci Juliana, on se bat, on s'embrasse, on se poignarde, sans jamais reprendre haleine. Personne ne s'assoit. Les acteurs se jettent en courant une moitié de phrase, un mot, une exclamation, dont ils n'ont pas le temps d'attendre la réponse. À peine avez-vous ouvert les lèvres qu'ils sont déjà en selle, et on fait 30 lieues au pourchat de quelque incident à travers 3 ou 4 changements de décoration. C'est tout au plus si Porthos s'attable pour boire. Je passe un peu plus loin. D'Artagnan, la raison sociale de la compagnie, semble vraiment avoir le don d'ubiquité. Aussitôt qu'il a conçu un projet, un hippogriffe tout harnaché se présente et l'emporte dans un tourbillon de fumée et de poussière. Au bord de la mer, un vaisseau toujours prêt l'attend. Si le vaisseau n'était pas là tout à point, n'ayez pas peur. D'Artagnan est homme pour ne pas faire languir l'action, à sauter la Manche à pieds joints. Jamais de réflexion ni d'hésitation, on pousse un cri, on saute aux épées et vite le pied à l'étrier. Hamlet, avec ses irrésolutions, ferait sourire de pitié ces gaillards-là. Bon, ceci concerne... Eh bien, on ne sait pas, quand on relit soigneusement cette page, est-ce que ça concerne Gautier relisant Les Trois Mousquetaires? Est-ce que ça concerne Gautier dans sa stalle de théâtre, regardant la jeunesse des mousquetaires? C'est indécidable. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce que j'ai essayé de vous dire. Un petit mot, non pas de conclusion, mais ce qu'on pourrait appeler
de rebond, parce que évidemment vous sentez que le terrain ne demande qu'à être fouillé davantage. Bon, on a bien compris que Gautier voudrait un répertoire original conçu directement pour la scène. Au fond, il a demandé ça tout le long de son feuilleton. À quand les créateurs? C'est pour ça que quand Musset arrive à la scène, il est si content. Mais on a vu aussi que Dumas, à ses yeux, quand il s'adapte lui-même, est celui qui a le moins de difficultés à résoudre, car comme romancier, il est déjà dramaturge, ce qui lui permet d'être un dramaturge de l'action romanesque. Ou un romancier sur scène. Enfin, vous voyez bien qu'on peut faire toutes les variations. Et c'est cela qui permet à Gautier de multiplier des formules quelquefois un peu étonnantes au premier abord, surtout si on prend au hasard sans avoir la contextualisation. Et moi, je vais terminer par une que j'aime bien, qui est un peu bizarrement bâtie, mais que j'aime bien, parce que justement, quand on a compris ce dont Gautier est convaincu, elle se sent bien, je trouve, donc je finirai avec elle, c'est à propos de Monte Cristo. Monte Cristo, c'est, vous le savez peut-être, un essai assez audacieux, puisque Dumas l'a conçu en 2 soirées successives. Par la suite, il l'a retassé pour que ça tienne en un seul soir, mais pendant plusieurs mois, ça a été joué 2 soirs de suite, et Gautier fait des tas de variations sur le plaisir de retrouver ses voisins de loge, etc. Et pour lui, qu'est-ce que c'est qu'aller voir Monte Cristo au théâtre? C'est, ça sera mon dernier mot, puisque c'est le sien, regarder dans le magnifique encadrement de la scène les pages de ce roman.